Waouh, ça fait sérieux un tel titre. Mais non, faut pas se laisser intimider. D'abord parce que les principes sont plus simples que ce que l'on a vu jusqu'à présent avec l'entreprise. Ensuite, parce que si sa théorie est relativement récente, elle date de l'après-guerre, elle s'appuie sur une logique assez implacable et surtout compréhensible. Il faut s'y intéresser car ce sont ces principes qui gouvernent aujourd'hui le monde. On entend fréquemment parler de licenciement boursier. Vous savez, ces entreprises qui procèdent à des fermetures d'usines, d'unités de production, non pas parce qu'elles ne sont pas rentables, mais parce qu'elles ne sont pas assez rentables. On peut alors avoir deux attitudes. Une attitude simpliste et moraliste qui consiste à dire que les actionnaires sont trop gourmands, qu'ils n'en ont jamais assez. Et une autre qui consiste à essayer de comprendre pourquoi ils ferment et licencient alors que l'entreprise gagne de l'argent. Ça semble paradoxal. Nous allons vous montrer que la financiarisation de l'économie, qui est inéluctable, nous le démontrerons, aboutit à ce paradoxe qu'une entreprise peut gagner de l'argent tout en faisant perdre à ses actionnaires. Et là, on comprend que le problème n'est pas moral, c'est le système qui explique cela et rien d'autre. Comme pour la session précédente sur la gestion de l'entreprise, l'objectif ici n'est pas que vous deveniez un financier. Ce serait un peu ambitieux en quelques minutes de vidéo. Non, l'objectif est plus modestement celui de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais pour cela, nous allons d'abord commencer par casser un gros malentendu. Nous avons précédemment vu comment fonctionne l'entreprise et vous en avez peut-être déduit que la valeur d'une entreprise était donnée par l'évaluation de son patrimoine net. Ce qu'elle possède, moins ce qu'elle doit. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Rarement une vente d'entreprise se fait sur la base de la valeur comptable. L'exemple le plus évident est celui de la bourse, où des actions s'échangent à tous les instants. Un petit problème, on n'a pas d'état comptable disponible à tous les instants. Cependant, vous avez bien écouté la première session. Vous savez qu'un patrimoine net évalué par la comptabilité est sujet à discussion. Vous savez qu'une même entreprise, analysée par deux normes comptables différentes, aboutissent à deux évaluations différentes des résultats et du patrimoine net. Vous savez donc qu'il faut savoir interpréter un bilan comptable, notamment pour intégrer ce qui relève des actifs immatériels. Vous pensez donc que les variations des cours de bourse traduisent cette discussion. Pas absurde, mais ce n'est toujours pas cela. Alors, je vais vous poser une devinette. Je vous propose d'acheter une action et je vous informe que cette action ne vous rapportera jamais aucun dividende. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'êtes pas un pigeon. Franchement, ce que je vous propose n'est pas une action, un produit financier, c'est tout simplement un don. Je connais bien votre générosité, mais elle va à des causes qui vous tiennent à cœur, pas à une entreprise. Eh bien, vous venez de toucher ce qui fait la valeur d'une action. L'argent qu'on s'attend à recevoir dans le futur en contrepartie du fait de détenir cette action. Si cette action ne vous apportera jamais aucun dividende, alors vous en déduisez qu'elle ne vaut absolument rien. Vous venez de comprendre ce qui fait le fondement de la finance, l'évaluation d'un titre en fonction des versements d'argent que ce titre vous apportera. On va même aller plus loin. La finance, c'est le marché des promesses de toucher de l'argent dans le futur. Ces promesses sont parfois contractuelles, c'est-à-dire définies dans un contrat comme dans le cas des obligations, mais elles peuvent aussi être celles que l'on se fait à soi-même, comme dans le cas des actions, où les dividendes n'ont absolument rien de garanti. Nous allons donc étudier ces deux titres financiers que sont les actions et les obligations. Si la valeur d'un titre financier est déterminée par les versements d'argent que ce titre nous rapportera, une question essentielle se pose. Comment faire pour donner une valeur actuelle à une somme qu'on va recevoir dans le futur? Supposons que je vous fasse la promesse de vous donner 100 € dans un an. Une promesse sérieuse, pas une promesse de polichinelle. Vous êtes vraiment sûr de recevoir 100 € dans un an. Combien vaut aujourd'hui cette promesse? Posons-nous une autre question. Si je vous propose de toucher 100 € tout de suite, ou 100 € dans un an, que préférez-vous? Vous préférez bien sûr encaisser 100 € tout de suite. Vous pouvez les dépenser, ou si vous n'avez pas besoin de cette somme, les placer. C'est une liberté que ne vous donne pas la promesse de toucher dans un an. Si vous avez la promesse de toucher dans un an,
il va vous falloir attendre une année pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, intuitivement, on comprend qu'une promesse de toucher 100 € dans un an vaut moins que 100 € tout de suite. Nous avions dit tout à l'heure que si nous touchions 100 € tout de suite, nous pourrions les placer. Supposons que nous ayons la possibilité de placer ces 100 € à 2% sur un an, avec la certitude de toucher la somme avec ses intérêts à la fin de l'année, donc 102 €. Amusant. Nous avons un début de réponse à notre question. La promesse de toucher 100 € dans un an est égale à la somme qu'il faut placer aujourd'hui au taux d'intérêt du moment pour obtenir 100 € dans un an. Supposons donc que le taux d'intérêt du moment soit 2% sur un an. Il nous faut donc placer 98,04 à ce taux pour obtenir 100. Pour simplifier, on va dire qu'on place 98 pour obtenir 100 dans un an. Pour le dire avec une formule, si je place une somme A à un taux d'intérêt T, j'obtiendrai A que multiplie 1 plus T. On en déduit donc la formule qui nous donne la valeur de la promesse de recevoir S dans un an. C'est S que divise 1 plus T. En effet, si le taux d'intérêt est de 2%, la valeur de la promesse de recevoir 100 dans un an est donc de 100 que divise 1 plus 0,02, ou 100 que divise 1,02, donc 98. Eh bien, cette opération s'appelle une actualisation. Donner une valeur actuelle à une valeur future. Et le taux que l'on a utilisé s'appelle le taux d'actualisation. Alors, extrapolons un petit peu. Quelle va être la valeur d'une promesse de recevoir 100 dans 2 ans? Supposons que sur 2 ans, le taux annuel soit toujours de 2%. Eh bien, la valeur d'une promesse de recevoir 100 dans 2 ans, sur la base d'un taux d'intérêt annuel de 2%, est égale à 96. En effet, les 96 vont me rapporter 2% la première année, ce qui va me donner 98, puis à nouveau 2% sur ces 98, ce qui me laisse au final 100. Si je place une somme A sur 2 ans à un taux d'intérêt T, j'obtiendrai au bout d'un an A que multiplie 1 plus T, puis dans 2 ans, A que multiplie 1 plus T et que multiplie à nouveau 1 plus T. Donc, A que multiplie 1 plus T au carré. On en déduit que la valeur d'une promesse de recevoir une somme S dans 2 ans avec un taux d'intérêt T est égale à S que divise 1 plus T au carré. Par déduction, la valeur d'une promesse de recevoir une somme S dans N années avec un taux d'intérêt T est égale à S que divise 1 plus T à la puissance N. Supposons maintenant que le taux d'intérêt auquel on peut prêter son argent est baissé à 1%. Ceci veut dire qu'il va désormais me falloir placer 99 au lieu de 98 pour obtenir 100 dans un an. Donc, la promesse de recevoir 100 dans un an vaut maintenant 99 au lieu de 98 précédemment. Si le taux d'intérêt baisse, on voit alors que cela revalorise la promesse de recevoir une somme donnée dans le temps. Eh bien, nous avons ici une règle d'or qui peut paraître déroutante, mais qu'il faut retenir en toutes circonstances. La baisse des taux d'intérêt revalorise les titres financiers. Une hausse des taux les dévalorise. Et ça se comprend. Le taux d'intérêt rémunère le temps. S'il baisse, cela veut dire que la différence entre le futur et aujourd'hui est moins importante. Donc la promesse de recevoir de l'argent plus tard se rapproche de la valeur d'une somme immédiate et prend donc de la valeur. Nous avons jusqu'à présent raisonné sur le fait que celui qui fait la promesse est totalement fiable. De ce point de vue, la différence entre la somme immédiate et la promesse n'était justifiée que par l'existence du taux d'intérêt qui rémunère le temps. Mais il y a un autre concept à prendre en compte, c'est qu'une somme immédiate est certaine, alors qu'une promesse comporte toujours une part d'incertitude. Si je dis « je vous fais la promesse de vous donner 100 € dans un an », qu'est-ce qui vous dit que je les aurai réellement dans un an et que je serai capable d'honorer ma promesse? On comprend qu'on accorde une valeur différente à une même promesse selon la personne qui vous fait la promesse.
On comprend qu'on est normalement plus enclin à accepter cette promesse de la part d'un État que d'une petite entreprise dont on n'est pas sûr qu'elle sera encore là dans quelques années. On aura donc tendance à dévaloriser la promesse de la petite entreprise par rapport à celle de l'État. On appliquera ce que l'on appelle une prime de risque. Ainsi, si le taux d'intérêt de 2% utilisé pour actualiser la promesse de l'État de rembourser paraît raisonnable, on sera peut-être tenté d'utiliser un taux d'actualisation beaucoup plus élevé pour dévaloriser la promesse de la petite entreprise. Supposons qu'on valorise à 94 la promesse de recevoir 100 € dans un an de la part de la petite entreprise. Ceci correspond donc à un taux de 6%, que l'on décomposera en 2% de taux d'intérêt dit sans risque et de 4% de prime de risque. Nous venons de poser une décote de 4% l'an pour la promesse de recevoir 100 dans un an de la part de la petite entreprise par rapport à l'État. Mais c'est quoi le taux sans risque? Existe-t-il vraiment? Historiquement, nous considérons que déposer son argent auprès de l'État est sans risque. Mais les défauts de paiement de certains pays, la Russie en 1917, l'Argentine en 2002, nous montrent que le risque zéro n'existe pas et que les marchés déterminent des taux différents selon le pays auquel on prête. Disons simplement que le risque zéro est un concept et que les taux d'intérêt sont composés de la rémunération de l'argent proprement dite et d'une prime de risque en fonction de celui qui fait la promesse. Mais comment se forment ces taux sur le marché ? Eh bien, c'est sur le marché des obligations que se forment les différents taux d'intérêt. Une obligation, c'est un titre financier qu'émet une institution, qui peut être un État ou une entreprise, pour emprunter de l'argent pendant une période donnée. Supposons qu'un État ait besoin de 2 milliards d'euros pendant 10 ans. Il va, en fonction de sa reconnaissance sur le marché, proposer d'emprunter 2 milliards sur 10 ans à 3%. Si sa proposition est raisonnable en fonction de ce qui se pratique déjà à son égard, il y a toujours des emprunts en cours ou un historique, il devrait sans problème trouver preneur. C'est ce qu'on appelle le marché primaire. À partir de ce moment, il encaisse la somme de 2 milliards d'euros auprès de plusieurs personnes ou entités qui ont souscrit à l'obligation. Et il s'engage à payer tous les ans pendant 10 ans ce qu'on appelle un coupon, c'est-à-dire un intérêt égal à 3% de ces 2 milliards, soit 60 millions d'euros. Et la dernière année, il remboursera avec le dernier coupon l'emprunt initial de 2 milliards. Le problème est qu'une personne qui a prêté pour 10 ans aura peut-être besoin de son argent avant les 10 ans. Pas de problème. Il existe un marché dit secondaire pour acheter et vendre des obligations d'occasion. Les bourses que nous connaissons aujourd'hui ont généralement servi à cela. Organiser un marché pour les obligations de l'État. Ainsi, la Bourse de Paris a été organisée en 1731 par le roi pour faciliter la liquidité des obligations royales. Pas fou le roi. Vous pouvez me prêter de l'argent et si vous en avez besoin entre-temps, je vous organise un marché où vous trouverez bien quelqu'un pour vous la racheter. Ben oui, mais à quel prix? Bon, supposons que j'ai acheté pour 100 000 € de cette obligation nouvelle à 3% sur 10 ans. Ceci veut bien dire que la valeur actualisée de cette obligation est aujourd'hui de 100% de sa valeur. 100 que divise 100, ça fait 1. Elle vaut bien le prix auquel elle a été émise, mais 100 000 € valent 100 000 €. Pour vous le prouver, on va donner une valeur actuelle à chacun des coupons et une valeur actuelle au dernier remboursement et à son coupon. Plus le coupon sera éloigné dans le temps, moins il vaudra. Donc le premier coupon de 3 vaut maintenant 2,91, 2,83 pour le second, 2,74 pour le troisième, et le dernier versement, le remboursement plus le coupon, soit 103, lui est très fortement dévalorisé à 76,64. Eh bien, additionnez tous ces versements et nous avons bien la valeur de 100, qui est celle à laquelle cette obligation a été émise. Donc, chaque obligation émise cote sur la bourse en pourcentage et débute à 100% de sa valeur. Supposons donc que je veuille vendre pour 100 000 € de cette obligation au bout d'un an. Si la cote est de 110%, j'ai alors fait une bonne affaire. Je vais récupérer 110 000 € en lieu et place de mes 100 000 €. L'acheteur a acheté mon obligation 110 000 €, mais il continuera de toucher annuellement les coupons de 3% sur la base de 100 000 € et non de 110 000 €, soit
3 000 €. Vous pensez donc que son taux d'intérêt est de 3 000 sur 110 000, soit 2,73 %. Eh bien, vous pensez un peu trop vite. Vous avez simplement oublié qu'il ne sera pas remboursé 110 000 €, c'est-à-dire ce qu'il a payé, mais seulement 100 000 €, qui est la promesse de remboursement de l'État. Donc, le taux d'intérêt effectif auquel il a acheté son obligation d'occasion est plus faible. De combien? Contre 110, notre acheteur va donc recevoir pendant 8 ans un coupon de 3 et à la 9e année, le remboursement de 100 avec son coupon de 3, donc 103. Un calcul savant d'actualisation des flux de trésorerie nous montrera que le taux d'intérêt est désormais de 1,79 %. En effet, avec ce taux, le premier coupon vaut 2,95, le second 2,9 et ainsi de suite jusqu'au remboursement dans 9 ans avec son coupon qui ensemble valent 87,8. Additionnons la totalité de ces valeurs actualisées et nous obtenons bien 110. Le simple fait qu'au bout d'un an, notre vendeur ait vendu cette obligation 110% et non 100%, montre que l'obligation est appréciée des marchés et que le taux d'intérêt auquel cet État peut emprunter a baissé. Il pourra désormais emprunter à 1,79% au lieu de 3% auparavant. Hé hé, vous m'aimez pour ma stabilité, la sécurité que j'offre à vos placements? Ok, je vous paye moins. Voilà en gros ce que dit l'État dans ce cas. Si, inversement, la cote de l'obligation avait baissé, 90% par exemple, cela signifierait que les investisseurs ne sont pas très chauds pour financer cet État, que celui-ci aura plus de mal pour emprunter et devra donc payer des taux plus élevés. Et là, ça peut devenir carrément catastrophique. Imaginons que les investisseurs boudent l'État en question, pour de justes ou de mauvaises raisons. Dans ce cas, l'État doit offrir des taux de plus en plus élevés au moment où il réemprunte pour rembourser les anciennes obligations. Et plus les taux sont élevés, plus les charges d'intérêt pèsent dans son budget et les chances de faire défaut augmentent. C'est ainsi qu'à un moment donné, les taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce ont dépassé les 33%. Vous vous rendez compte? J'emprunte et tous les ans, je dois verser un tiers de cette somme simplement en intérêt. En 3 ans, j'ai remboursé la somme empruntée, mais je suis tout autant endetté. On le comprend, ce n'est tout simplement pas tenable. Comme on l'a dit, il n'y a bien sûr pas que les États qui émettent des obligations, mais aussi les entreprises. En règle générale, les taux d'intérêt que proposent les entreprises sont supérieurs à ceux que proposent les États. Ça se comprend parce qu'un État n'est pas censé disparaître, car il représente sa population, alors qu'une entreprise peut très bien faire faillite et disparaître. Mais ceci reste théorique, comme nous venons de le voir avec la Grèce. Certains États peuvent aussi, à un moment donné, faire défaut, c'est-à-dire ne pas rembourser une dette ou des intérêts. Certains ont ainsi dû négocier avec leurs créanciers des remises de dette, ce qui signifie qu'ils rembourseront moins que ce qu'ils ont emprunté. Il est donc tout à fait possible que les taux d'intérêt de grosses multinationales puissent être moins forts que ceux de certains États. On définira donc la prime de risque d'une obligation comme étant sa différence de taux d'intérêt avec celle, d'une même durée, d'un emprunteur considéré comme très fiable, ayant donc le taux d'intérêt le plus faible. C'est généralement l'État qui emprunte dans sa propre monnaie. Cet État est considéré comme l'emprunteur sans risque et la différence de taux d'intérêt est la prime de risque, le surplus de rémunération que le créancier demande pour couvrir le risque que l'emprunteur ne rembourse pas. Nous venons de parler de durée, c'est aussi un critère essentiel dans la détermination des taux. Supposons que quelqu'un veuille emprunter sur 10 ans. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il peut emprunter directement sur 10 ans, mais il peut aussi emprunter sur 5 ans, puis réemprunter sur 5 nouvelles années. Ou encore, emprunter sur 1 an, puis renouveler tous les ans pendant 10 ans. Bon, on connaît le taux auquel on peut emprunter tout de suite, mais on ne connaît pas le taux auquel on pourra emprunter l'année prochaine ou dans 5 ans. Il peut donc y avoir de très mauvaises surprises si on a besoin d'emprunter sur toute la durée de ces 10 ans. Donc, on n'est pas téméraire et on va prendre tout de suite un emprunt sur 10 ans. Eh oui, mais vous allez le payer plus cher. Votre taux d'intérêt sera sans doute supérieur à celui que vous auriez eu pour 1 an ou 5 ans. Eh bien, c'est normal. Vous voulez éviter les risques et celui qui vous prête va vous le faire payer. Il a raison. Mettons-nous maintenant de son côté.
Si le prêteur immobilise son argent sur 10 ans, il prend un risque de devoir emprunter à son tour s'il a besoin d'argent entre-temps. On ne connaît pas l'avenir. Inversement, s'il prête sur 1 an, il a une meilleure visibilité sur sa trésorerie et prend donc moins de risques. C'est la raison pour laquelle il a raison d'exiger un taux d'intérêt annuel plus important s'il prête sur 10 ans que sur une année. Tout ceci explique que les taux d'intérêt donnés sur des contrats de prêt à long terme sont en général plus élevés que des taux d'intérêt à court terme pour un même emprunteur. Nous voyons ici l'évolution des taux d'intérêt des emprunts fédéraux américains à court terme et à 10 ans. D'une façon générale, on constate en effet que les taux à long terme sont supérieurs aux taux à court terme, sauf à de rares moments. L'explication de ce phénomène tient à la nature de la monnaie et du pilotage de sa gestion par la Banque centrale qui influence grandement les taux à court terme. Nous en reparlerons à la prochaine session sur l'argent.